Bonjour, merci d'être avec nous dans ce cadre impressionnant de la halle de Beaune transformée en salle des ventes une fois par an pour la prestigieuse vente des vins des Hospices. Un cadre idéal pour notre question du jour, le vin de Bourgogne est-il devenu un produit de luxe? Une question qui se pose depuis un certain temps et qui s'est posée avec encore plus d'acuité ces dernières semaines avec le rachat du célèbre Clos de Tart par le milliardaire François Pinault pour un montant évalué à 250 millions. Une question que nous allons poser à nos trois invités. Pierre-Henri Gaget, bonjour. Bonjour. Vous êtes négociant et vous êtes membre du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Jérôme Gallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, directeur de la School of Wine and Spirits Business de BSB. BSB, c'est l'école de commerce de Dijon. Et Laurent Gauthier, bonjour. Bonjour Lilian. Journaliste, grand spécialiste de la Bourgogne avec votre site All About Burgundy. Donc, question simple à vous trois. Pourquoi, comment, Pierre-Henri Gaget, 7 hectares de vignes peuvent-ils valoir 250 millions? Ça paraît dingue, ça paraît extravagant, mais c'est tellement extraordinaire d'ailleurs qu'on a du mal à donner une vraie réponse. C'est un truc qui nous dépasse tous, mais qui est lié à la rareté, à un phénomène exceptionnel. Le Clos de Tart est un monopole, n'a appartenu à 3 propriétaires en 5 ou 600 ans. Et c'est quelque chose d'unique. Mais c'est une suite, il y a eu d'autres domaines vendus très cher juste avant. Alors, pour les connaisseurs, on va dire Bonneau du Martel, Claudel-Lambray, il y en a eu d'autres et les prix montent. C'est vrai, mais là on a affaire à les trois domaines dont vous parlez, le Claudel-Lambray, le Clos de Tart et Bonneau du Martel sont 3 domaines exceptionnels. Il y en a, vous savez, il n'y en a pas tant que ça en Bourgogne, des domaines où il y a quasiment que des grands crus et en superficie qui sont très importantes avec la même appellation. Ça se compte sur les doigts de 2 mains. Alors certes, ça fait 3 d'un coup qui se succèdent, mais c'est quand même très très peu dans la Grande Bourgogne. C'est 2-3%, c'est ridicule, c'est très peu. On va essayer effectivement d'aller en profondeur. Laurent, quand on dit que les prix augmentent, on le sait, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le vignoble, dont les vignerons parlent beaucoup, le prix des terres, le prix du foncier. Oui, tout à fait. Alors, on se demande, oui, comment on peut mettre aussi cher dans 7 hectares de vignes. Mais alors, une petite information, c'est qu'il y avait des acheteurs étrangers qui potentiellement étaient prêts à renchérir sur la somme qui a été donnée. Donc, la famille a préféré que le clos reste français, en tout cas propriétaire d'un Français. Et donc, on aurait pu avoir une somme plus extravagante. Mais voilà, le marché, c'est effectivement des acheteurs et des vendeurs. Et il se trouve qu'il y a des acheteurs qui sont prêts voilà, tout simplement à mettre des prix incroyables, même si la rentabilité économique, effectivement, en tout cas à moyen terme, est un peu compliquée à obtenir. Ouais, tout à fait. Jérôme Gallo, qu'est-ce qui explique, en termes de mécanisme, un achat aussi élevé? Parce que c'est prestigieux, comme le dit Pierre-Henri Gaget, ou parce qu'aussi, aujourd'hui, il y a une demande mondiale extrêmement élevée, une offre réduite et des prix de bouteilles déjà très élevés qui permettent, on va dire, de se refaire sur ce prix? Effectivement, si on traite la question d'un point de vue strictement économique, le prix d'un bien, d'un service dépend toujours à un moment donné du pouvoir d'achat de celui qui va l'emporter. C'est comme le jeu des enchères, si vous voulez, sur eBay, même si la comparaison est un petit peu forte, quelle que soit la valeur intrinsèque du produit, la valeur symbolique, la valeur en termes d'usage, le prix de marché va être défini par celui qui est le dernier à dire et à payer. Voilà. Alors là où votre question est particulièrement intéressante, c'est que finalement ça nous ramène à une question qui est une question relative aux produits. Est-ce que le vin, et en particulier le vin de Bourgogne, et évidemment les domaines, les prestigieux domaines, les terres, sont des produits économiques, des biens économiques comme les autres? Je ne crois pas. Et à la question, est-ce que le vin de Bourgogne est devenu un produit de luxe, d'un point de vue économique, on peut dire effectivement qu'il a un certain nombre d'atouts, d'attraits, d'attributs qui le renvoient à des produits de luxe très bien identifiés, comme des voitures de luxe, comme des sacs de luxe, comme des bijoux. Mais il porte en lui, à mon sens, et particulièrement en Bourgogne, des attributs qui sont des attributs beaucoup plus symboliques, quasiment de l'ordre du sacré et de la métaphysique. Et de ce point de vue-là, quel est le prix que vous pouvez donner à quelque chose qui relève d'une dimension comme celle-ci? Avec un produit qui en même temps a des valeurs de convivialité, de partage et de choses comme ça qui sont peut-être un peu antagonistes avec le produit de luxe. Laurent, vous vouliez réagir? Non, pour moi, après, quelle définition on donne au produit de luxe, effectivement, et je crois qu'aujourd'hui, le produit de luxe, justement, enfin, pour moi, c'est pas un produit, c'est une expérience, en fait. Et quand on vient en Bourgogne, quand on goûte un vin de Bourgogne, c'est pas du vin qu'on boit, c'est une expérience, c'est une histoire, c'est une émotion, c'est du partage, voilà, c'est un temps donné qui, on le sait, quand on ouvre la bouteille,
bouteille, ça sera un temps unique, partager un moment unique. Moi, je vous reprends au bon, Laurent. Ouais. Un grand cru dans les années 90, ça valait 100 francs, 150 francs. Aujourd'hui, un grand cru, c'était à peu près ces prix-là, Pierre-Henri Gaget. Aujourd'hui, ça vaut entre 150 € et puis ça peut monter pour les plus spéculatifs, on est d'accord, c'est une ou deux mains, à 1 000 € pour certaines bouteilles quand elles passent par des intermédiaires. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de complètement transformer les choses et est-ce que c'était une bonne idée de laisser filer et en même temps, est-ce qu'on pouvait faire autrement ? On peut pas, bien sûr, on peut pas faire autrement, on peut pas contrôler. On peut pas demander à des gens de vendre à 10 qui peuvent vendre à 100, on est d'accord ? Non, mais c'est même pas ça. Même si nous vendons à 10, l'acheteur terminal, il perd à 100. Parce que c'est un jeu d'offres et de demandes qui est un jeu mondial. Et c'est ce qui a changé un peu depuis 90. Il y a de nouveaux arrivants sur le marché, des tas de gens qui sont fortunés. On l'entend tous les jours. On nous dit les grandes fortunes sont de plus en plus grandes. Et aujourd'hui, dans cette vente des hospices, on est au cœur de ça. C'est pour ça qu'on voulait le faire aujourd'hui. On est bien sûr en plein dedans, dans ce lieu qui est assez symbolique. Mais je voudrais aussi revenir sur cette partie de luxe. Moi, j'aime pas beaucoup le mot luxe parce que ici, on est dans un endroit qui provient de la terre, qui est lié à la terre de Bourgogne. Et cette terre, elle est rare. Et c'est très très grand terroir. Ça peut se comparer à des œuvres d'art. On a bien vu qu'on a un Léonard de Vinci qui s'est vendu un prix absolument délirant. C'est le record, absolu pour une œuvre d'art. Et puis avant, c'était Van Gogh, c'était Picasso, etc. C'est d'ailleurs des vins de Bourgogne qui ont le record absolu pour des ventes aux enchères de vieilles bouteilles. Voilà, donc on est bien sûr, avec ouais. des très grands vins du domaine de Lormel-et-Conti, d'Henri Jaillet, etc. Ce sont... c'est presque au niveau artistique, ces très grands vins. Donc, il faut faire très attention de ne pas confondre la Bourgogne et ces 2-3% de choses exceptionnelles. Pour autant, l'image de la Bourgogne, elle s'est construite toujours, et vous avez toujours insisté, moi je me souviens quand vous présidiez aux destinées de cette région, l'interprofession, sur la région, elle est unique, c'est une pyramide, les grands crus, ils créent l'image de tout le monde. Est-ce que ça, c'est-à-dire des grands crus à 1 000 € la bouteille, c'est pas en train de briser le train, de séparer les wagons ? C'est le danger. C'est le danger incontestable. Moi, j'ai toujours pensé que les grands crus tiraient l'ensemble des vins de Bourgogne, mais que les appellations régionales poussaient les grands crus, obligeaient les grands crus à être encore meilleurs, encore plus précis, encore plus formidables. C'est vrai que quand on arrive à des prix comme ceux dont nous parlons, on peut penser qu'il pourrait y avoir rupture, et c'est le danger. C'est l'exemple, Jérôme Gallo, d'autres régions du monde. Alors on parle et Laurent pourra en parler aussi. On prend souvent l'exemple du Bordelais, avec des grands crus extrêmement chers, des grands châteaux extrêmement chers, puis une viticulture presque prolétarienne à la base de gens qui ont beaucoup de difficultés aujourd'hui. Des Bordeaux à 1,50 € comme on a pu les voir dans les foires aux vins très récemment, au mois de septembre. Oui, je voudrais revenir sur la dimension prix que vous évoquiez tout à l'heure en disant est-ce que finalement les Bourgognes que l'on payait peut-être 10 fois moins il y a 15 ans, leur augmentation très forte n'est pas un danger. On peut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que la position qui est la position que je partage pour ma part d'Aubert de Vilaine, consistant à dire non, le vin n'est pas un produit de luxe, ne doit pas l'être. C'est le gérant de la Romanée-Conti pour ceux qui nous écoutent, Aubert de Vilaine. Voilà. Ce que disait tout à l'heure Monsieur Gaget, je m'inscris complètement dans cette mouvance-là, ne veut pas dire qu'il ne soit pas soumis sur des marchés qui sont des marchés mondiaux à une dynamique qui est celle d'un produit de luxe. Parlons de la spéculation. Quel est le problème ? Le problème du prix, en disant finalement les producteurs sont-ils responsables en quelque sorte de l'augmentation de l'inflation énorme sur le prix de vin ? Je reprends l'exemple du marché de l'art qui est un exemple que je trouve excellent. Si aujourd'hui vous êtes sur un marché qui est un marché dont vous savez qui va être soumis à très forte spéculation, si vous vendez votre bouteille prestigieuse qui aujourd'hui part à 1 500, 2 000, 3 000 €, si vous la vendez 150 €, d'accord ? En se disant finalement on va pouvoir démocratiser l'ensemble des consommateurs qui y auront accès. Vous ferez une erreur parce que votre bouteille à 150 € qui peut en valoir économiquement 3 000 sur un marché par exemple asiatique, elle va être achetée par qui ? Vous croyez qu'elle va être achetée par le consommateur qui rêve de pouvoir déguster un jour cette magnifique bouteille ? Non, il va être acheté par des marchands qui vont utiliser ce produit non pas pour ce à quoi il sert, c'est-à-dire la consommation, mais pour une relation uniquement marchande, c'est-à-dire de la revente. Donc les prix très élevés de nos plus beaux flacons est en quelque sorte la première et peut-être la meilleure protection contre un mécanisme spéculatif rendu plus difficile par les prix atteints. Laurent, les prix, on parle des prix des bouteilles, et il y a un dossier dont tout le monde parle beaucoup dans le vignoble, c'est que le prix du foncier pose des problèmes de transmission. Je prends une phrase c'est un autre responsable viticole, Jean-Michel Aubinel, qui est le président de la CAVB, qui regroupe les appellations bourguignonnes.
a déclaré, c'était dans la semaine, même si ça conforte notre image mondiale de vin d'exception, nous allons au-devant d'une catastrophe à l'échelle humaine. C'est excessif, c'est pas excessif, ça veut dire que globalement les familles traditionnelles de vignerons vont ne plus pouvoir garder dans leur famille les vignes de leur histoire. Alors catastrophe, il ne faut pas tomber justement trop Parce dramatiser. Parce qu'il y a beaucoup de régions viticoles qui aimeraient bien être dans cette catastrophe-là, on va dire comme ça. Oui, voilà, tout à fait. Là, la Bourgogne a quand même évolué tout au long de son histoire et a su être résiliente par rapport à un certain nombre d'événements. Effectivement, en tout cas, on a parlé de la comparaison avec le Bordelais. La grosse différence, c'est que dans le Bordelais, quand un propriétaire d'un château commercialise un de ses grands crus classés, il n'a pas d'autres appellations, souvent, enfin il a des premiers vins, d'un deuxième vin, etc. La grande différence dans la structuration des domaines en Bourgogne, c'est qu'effectivement, comme le disait Pierre-Henri Gaget, on a aussi des appellations régionales dans un domaine, on a aussi des premiers crus, des appellations villages, et à partir du moment où il y a plus cette possibilité pour des propriétaires familiaux d'avoir accès au sommet de la hiérarchie, eh bien finalement il va se retrouver avec des appellations où la rentabilité économique sera plus compliquée et donc on va fragiliser en fait tout l'ensemble. En sachant que c'est quand même quelque chose qui a commencé depuis un certain temps, on parle aussi moins, et ça existe beaucoup, de la multiplication des groupements fonciers viticoles avec beaucoup d'actionnaires extérieurs qui entrent à plusieurs pour permettre à un vigneron d'étendre son patrimoine. Mais là, on a aussi une dépossession de la propriété d'une certaine manière. Oui, mais tout ça c'est limité, c'est finalement pas si mal, parce que ça permet d'abord à un certain nombre de personnes physiques qui adorent la Bourgogne et on ne peut pas à la fois adorer la Bourgogne, d'y mettre le pied ou d'y mettre la main. Oui, mais c'est normal, nous vendons nos vins dans le monde entier. 60% des vins de Bourgogne sont exportés. On ne peut pas demander à nos clients qui aiment la Bourgogne, qui l'adorent, qui en sont passionnés, de ne pas non plus pouvoir s'en rapprocher encore un peu. Donc ces groupements fonciers permettent à un certain nombre de particuliers d'avoir un plaisir encore plus important en buvant des vins de Bourgogne. Et mais ça, une possibilité de vendre bien. très rapidement à un moment donné, s'ils en ont envie, et le vigneron, lui, aura plus ses terres. Il y a une Est-ce que ça ne peut pas à terme créer une sorte de volatilité? Il faut faire très attention. Mais je voudrais revenir quand même sur ce que vous disiez. Est-ce que le prix du foncier est une véritable catastrophe? C'était le point de départ, effectivement. Bien sûr, c'est très embêtant. Mais ce qui est très embêtant aussi, c'est que nous avons en France un Bercy qui n'est pas un Bercy intelligent. On a des successions des droits de succession, des taxes qui sont absolument délirantes. Et ça, c'est impensable. On pourrait tout à fait imaginer que dans des biens très exceptionnels, dans des terres qui sont la terre de France, et c'est vrai aussi dans l'agriculture, pas seulement dans le vignoble, de dire très simplement, écoutez, nous voulons transmettre à nos enfants, c'est notre souhait le plus profond, si nous transmettons à nos enfants, et si nos enfants conservent le bien pendant 30 ou 40 ans, il faut absolument diminuer ces droits de succession parce que c'est une catastrophe. Et sur 250 millions, ça m'aimerait que l'État laisse passer ça. Il pourrait peut-être être intelligent et se dire si ça reste dans la famille pendant 30-40 ans, c'est peut-être un moyen de conserver cette Bourgogne unique que nous avons aujourd'hui entre les mains. Autre point. Ces vins qui, pour certains, en particulier des grands crus, ont vu leur prix augmenter, tout ça étant lié, on l'a dit, aussi avec le prix du foncier. Est-ce qu'il n'y a pas un déplacement des consommateurs? Et est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de pays, je pense à la France, aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui finalement ont de moins en moins accès à ces vins-là? Et est-ce que ça pas engerme un problème pour la région, Jérôme Gallo? Je pense qu'il faut séparer deux choses ici. D'une part, la volonté des producteurs, des vignerons, des négociants de pouvoir servir, Monsieur Gaget en parlait tout à l'heure, une partie des consommateurs du monde qui ont envie de profiter aussi de ces merveilleux produits, de ces merveilleux vins. Deuxième chose, il faut séparer donc cette dimension-là d'une autre dimension qui est le pouvoir d'achat existant en France pour acheter nos plus beaux flacons. Challenge a fait au mois de septembre un super reportage sur les millionnaires et l'augmentation des millionnaires. J'ai une très bonne nouvelle pour nous tous. Les millionnaires augmentent aux États-Unis, ils sont presque 5 millions. Les millionnaires augmentent en Chine, ils sont aujourd'hui un peu plus d'1 million. Mais les millionnaires augmentent aussi en France, sur le marché français. Et je ne dis pas que seuls les millionnaires, et ce n'est absolument pas le cas, ont les moyens de consommer, Vous venez de faire partir la moitié de nos téléspectateurs. En tout cas, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les Français qui le souhaitent ont les moyens aujourd'hui de s'acheter ces bouteilles, avec une dernière dimension, si vous le permettez, qui est
chez le consommateur a toujours la liberté de choisir ce qu'il va acheter. Le SMIC en France est aujourd'hui à 1 000 € net. Vous parlez de bouteilles que vous classez dans des vins de luxe, je pense que ce ne sont pas des vins de luxe, mais une bouteille à 100 €, ce qui est probablement beaucoup d'argent pour beaucoup de nos agents. Moi, j'ai envie de dire, la découverte et cette expérience unique dont parlait mon collègue de droite aussi tout à l'heure, que l'on va avoir. Si j'ai le choix entre cette expérience d'un merveilleux flacon à 100 € et de l'autre, le fait de m'acheter un smartphone à 300, 400, 500, il est à combien le nouveau smartphone de l'entreprise à la petite pomme? Il est à 1 200 €. Moi, je vais dire qu'à un moment donné, 100 €, si je pousse le bouchon très loin par rapport à la qualité de l'expérience que je vais avoir et à la magie que je vais vivre, c'est peut-être pas encore assez cher. Alors, il faut rajouter aussi différentes choses. La Bourgogne, dans son ensemble, qualitativement, a beaucoup progressé ces 30 dernières années. Ce qui veut dire que certaines appellations moins connues des petits villages ont beaucoup augmenté en qualité. 2, les jeunes générations aujourd'hui boivent moins, mais mieux. Préfèrent ne pas boire du vin tous les jours, mais quand ils en boivent, boire de bonnes bouteilles. Et il est possible aujourd'hui en Bourgogne de boire des vins entre 20 et 40 € qui sont précis, superbes, des magnifiques expressions de leur terroir. Donc oublions ces très grandes bouteilles qu'on boit une fois exceptionnellement, on en boit une bouteille dans l'année. Voilà, bah oui, un grand cru, c'est un truc très particulier. Mais, alors moi, j'ai envie de rebondir. Voilà. Est-ce qu'on les boit, ces bouteilles, Laurent? Parce qu'on le sait, il y a un marché aussi. Aujourd'hui, plus les bouteilles sont chères, plus elles sont prestigieuses, plus elles sont spéculatives, plus elles circulent, moins on les boit. C'est vrai, c'est pas vrai? Ah oui, ça a été très vrai pour les Bordeaux. Ça l'a été beaucoup moins pour les Bourgognes pendant très longtemps. Moi, je suis dans ce monde depuis une quinzaine d'années et on disait au début des années 2000 que la Bourgogne, il n'y avait pas de spéculation sur les vins. Je pense que c'est quelque chose qui a changé, il faut le dire. Effectivement. Ensuite, moi, j'ai envie de dire, pour rebondir un peu sur ce que disait M. Gaget, c'est que la Bourgogne, c'est aussi 50% d'appellation régionale. Donc de vins qui sont autour d'une dizaine d'euros. C'est aussi des cremants de Bourgogne qui représentent pas loin de 10% aujourd'hui de la production. Alors, vous participez souvent à des dégustations, vous rencontrez aussi des gens, des amateurs de la Bourgogne, des amoureux de la Bourgogne, vous en accompagnez. C'est quoi leur rapport? C'est d'abord, on commence par ces vins-là, mais en réalité, les gens, ils fantasment aussi sur ce dont on parle, sur les grands crus. Ils ont très vite envie d'y aller, non? Ou pas? C'est-à-dire que pour l'instant, tout est encore bien connecté? Non, faut le dire. Voilà. Aujourd'hui, parler de grands crus de la Côte de Nuit pour la plupart des amateurs, c'est effectivement quelque chose qui reste inaccessible. Mais effectivement, c'est aussi ce qui braque les projecteurs sur la Bourgogne et ce qui permet peut-être des gens de la découvrir en se disant que peut-être un jour, effectivement, en cassant leur tirelire, effectivement, comme disait M. Gaget, une fois dans l'année, ils pourront se payer un grand vin de Bourgogne. En cassant leur tirelire, en venant nous voir, il y a plein de gens qui sont contents de partager leurs très grandes bouteilles. Si vous démontrez un vrai amour pour les grands vins, vous pouvez trouver des gens qui sont très sympas et qui vont être ravis de vous faire partager leurs bouteilles. Lancer un concours, une croisade. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai, on le voit tous les jours. Moi, on connaît des collectionneurs américains, étrangers, qui sont des gens fantastiques, qui ont la chance de pouvoir avoir dans leur cave des très grandes bouteilles. Leur plus grand plaisir, c'est de les partager avec d'autres. Il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas ouvertes, qui sont achetées et revendues. Oui, il y en a, mais il y en a beaucoup qui sont bu. Jérôme Gallo, vous qui connaissez bien le marché du vin, le marché pas uniquement français, mondial du vin, la Bourgogne, elle se situe comment? Elle se situe encore dans les régions un peu mythiques sur ce côté un peu sacré dont vous parliez, et puis cohérente dans son image, où l'image change un petit peu? Est-ce qu'on peut le dire ou est-ce que c'est difficile à dire? C'est difficile à dire. Par contre, nous avons, une manière de l'évaluer tous les ans avec la centaine d'étudiants internationaux qui nous rejoignent dans les 3 programmes de la School of Wine and Spirit Business. Parmi eux, nous avons des Américains, qui est, je crois, le premier marché export pour les vins de Bourgogne. Les Chinois, qui sont l'objet d'un fantasme un peu particulier, ne sont que les 11e de ce point de vue-là. Donc, il y a encore beaucoup de marge. Je crois que l'image est en train de se renforcer. Je trouve qu'à l'image du vin, qui n'a jamais été aussi bon, et je crois que l'image de la Bourgogne n'a jamais été aussi près de ce qu'elle est réellement dans toutes ses dimensions. Et les étudiants, ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent chercher chez nous, c'est pas le fait de pouvoir déguster éventuellement des vins à des prix extrêmement élevés. C'est l'expérience qui consiste à pouvoir déguster des vins de Bourgogne, quel que soit leur prix,
dans un cadre, je dirais, sur leur lieu de consommation. Je crois que c'est ça qui est important. Et je crois que c'est une dimension qui est en train de se renforcer, particulièrement d'ailleurs, au détriment peut-être, le mot est peut-être un peu fort, mais des Bordelais, qui n'ont pas forcément laissé que de très bons souvenirs sur les marchés asiatiques. Est-ce que c'est un enjeu pour la Bourgogne? C'est-à-dire qu'on a bien compris que c'est un phénomène économique mondial et qu'il semble difficile à maîtriser ou à juguler. Est-ce que l'enjeu, ça va être de garder l'image, l'accueil, de l'améliorer, de conserver ça et l'image de la Bourgogne? C'est fondamental, c'est absolument fondamental et c'est la raison pour laquelle on est tellement content et fier que les climats de Bourgogne soient au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que d'abord, bien sûr, c'est la reconnaissance du travail qui a été fait par des générations de vignerons, mais c'est aussi une obligation pour nous de délivrer une expérience formidable pour ceux qui viennent en Bourgogne. La Bourgogne, c'est une terre d'accueil. On est situé dans un lieu de passage, il y a plein de... on va skier, on va sur la Côte d'Azur, on remonte en Belgique, ensuite on passe en Bourgogne. Et on s'arrête en Bourgogne. Une journée, 2 journées. Et surtout, on ne fait pas l'erreur de ne rester qu'à Beaune et entre Nuits-Saint-Georges, Vaune-Romanée ou Puligny-Montrachet. On va aussi dans des endroits un peu moins connus. On va dans les Hautes-Côtes de Beaune, dans les Hautes-Côtes de Nuit. On va dans la côte chalonnaise. Quand vous dites on va, c'est vous voudriez qu'on aille ou les gens vont vraiment? On voudrait leur dire voilà, d'y aller. Et il faut qu'ils y aillent. Parce qu'ils trouveront là-bas des vignerons qui sont sans doute moins sollicités que ceux qui sont sur la côte, dans les villages très connus, et qui vont les accueillir avec encore plus de gentillesse, encore plus de bonheur. Et ils vont passer un moment formidable. Et l'enjeu, il est là. Parce que c'est toute la Bourgogne qui doit réussir. Ce n'est pas uniquement la Bourgogne des Grands Crus, c'est l'ensemble de cette grande Bourgogne. Et c'est ça qui nous excite, bien sûr. Si les responsables des domaines les plus prestigieux, on va dire, de la locomotive, sont des investisseurs ou des sociétés d'investissement, est-ce qu'il y a un risque quand même d'identité? Ce sera plus difficile de discuter avec eux que quand c'était des familles traditionnelles vigneronnes ou des familles qui étaient dans le monde du vin. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Il y a un risque, mais soyons clairs. Pour le moment, c'est vraiment très très limité. Les familles sont toujours là, les vignerons sont toujours là. Beaucoup. On parlait des Grands Crus tout à l'heure. Plein de domaines en Côte d'Or ont 1,5 hectare, 1/3 d'hectare, 2/3 d'hectare de Grands Crus. Ceux-là, ils ne vont pas les vendre. Ils vont les garder parce qu'ils ont aussi des produits crus. Ils auront peut-être du mal à les transmettre. Ils auront peut-être du mal à les transmettre, mais ils vont tout faire pour les transmettre. Et on en connaît plein, et nous tous autour de nous, de familles de vignerons qui vont dire je vais tout faire pour le transmettre à mes enfants. Laurent, vous voulez réagir? Non, mais je voulais juste simplement témoigner que les moments les plus magiques qu'on peut passer en Bourgogne pour un journaliste, mais comme pour quelqu'un qui vient déguster, un simple amateur, c'est quand on a en face de soi la personne qui a fait le vin, qui nous explique un petit peu sa vision du vin, comment il a travaillé la vigne, comment il a exprimé son terroir. Voilà. Et tant que ça existera en Bourgogne, et c'est quand même le cas dans 95% des domaines, tant qu'on aura ce contact avec la personne en face qui a fait le vin, qui sait nous en parler, qui sait nous donner sa vision du vin, et là je pense qu'on restera avec une Bourgogne qui aura ce côté magique et éternel. Voilà. C'est ce qu'il faut préserver, je pense. On va dire qu'il n'y a plus tellement d'opportunités de culbutes financières énormes comme celles qui viennent de se faire ces dernières années. En réalité, vous disiez ça tient sur 2 mains, les très grands domaines avec une identité très forte qui peuvent être achetés plusieurs centaines de millions. Ah oui, oui, je pense que il y en a pas beaucoup, surtout pas autant que de grands châteaux bordelais à un moment donné. Beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Beaucoup moins. C'est beaucoup plus limité. Une fois de plus, les grands crus de Bourgogne, une partie sont concentrés dans quelques grands domaines, mais tout le reste est éparpillé parmi une multitude de domaines. Et heureusement, c'est la force de la Bourgogne, c'est le génie de la Bourgogne d'avoir ce morcellement d'appellations. Jérôme Gallo, c'est de la passion, vu de votre point de vue. Sociétés d'investissement aujourd'hui qui mettent plusieurs 200-250 millions dans un domaine viticole. C'est un amour du vin, c'est vraiment quelque chose de financier en attendant un fort retour sur investissement. Vous l'analysez comment ? Alors je ne suis pas dans la tête des... Non, mais je suis sûr que vous en avez fait une petite... Je crois que si on prend un petit peu de hauteur, il peut y avoir un intérêt économique, même si, comme le disaient mes 2 voisins, la culbute économique, elle est difficilement envisageable, même à moyen terme, lorsque les montants sont aussi importants. Élevé que ça, c'est ça. Ouais. La passion du vin, écoutez, je l'espère et je le pense, comme premier argument. Bien sûr. Et puis, il y a aussi des dimensions, la dimension un petit peu, la dimension business, en ce qui concerne le Clos de Tart. Si vous me permettez, je pense que Monsieur Pinault
été heureux de pouvoir se retrouver de l'autre côté du muret de son meilleur. Moi, je crois aussi que c'est une diversification du patrimoine. Ouais. Voilà. C'est une diversification du patrimoine. Quand vous êtes une famille très fortunée. Mais c'était pas le cas en Bourgogne avant. On est beaucoup allé mettre de l'argent. Ça l'était moins ouais. parce que c'était compliqué. C'est compliqué d'acheter des vignes en Bourgogne parce que c'est morcelé. Alors une fois de plus, c'est plus simple quand vous avez un gros morceau. Ça. Mais quand c'est morcelé, c'est très complexe. Donc de l'extérieur, on ne le voit pas bien, on a du mal à comprendre. Je vous coupe parce qu'il nous reste 1 minute 30 d'émission. On est dans la salle des ventes, il y a la vente des vins cet après-midi. Si ça monte beaucoup, vous en connaissez depuis très longtemps des ventes, Pierre-Henri Gagé. Si ça monte beaucoup, c'est bien ou c'est pas bien? Non, il ne faut pas que ça monte beaucoup. Sincèrement, il y a une récolte importante, il y a vraiment de quoi faire. Moi, j'espère que ça va être stable. Ça peut monter un petit peu, ça ne pose pas de problème. Mais monter beaucoup, ça me paraîtrait vraiment déraisonnable. Ça ne serait pas un bon signal. Bien sûr, on veut que les hospices de Beaune gagnent beaucoup d'argent. C'est une œuvre caritative, naturellement. Elle va gagner beaucoup d'argent cet après-midi parce qu'il y a beaucoup de pièces à vendre. Essayons de maintenir les prix, peut-être une petite hausse, mais pas une hausse énorme, non. Allez, on se donne rendez-vous à 20h, 19h ou 21h parce qu'il y a beaucoup de vin cette année pour voir ça. Merci à tous les trois d'être venus participer à cette émission. N'oublions pas, pendant toute la journée sur la page Facebook de France 3, vous aurez plein de petits directs pour voir ce qui se passe pendant la vente. Et puis ce soir, 20h25, pendant une demi-heure sur France 3 Bourgogne, on vous raconte les 3 jours de la vente des vins des Hospices de Beaune avec les coulisses, l'intérieur, l'extérieur, vous verrez tout ça. On vous y attend. Bon dimanche, au revoir et merci à tous les trois.